Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Mahak Mira. Mahak Mira est docteur en intelligence artificielle, experte auprès des Nations Unies. Dans cet épisode, on s'intéresse au futur de l'IA et on se pose beaucoup de questions. L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ? Qu'en est-il pour l'environnement et quels seront les impacts de l'IA sur nos pays, nos vies, tout simplement. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Maha. Oui, bonjour. Est-ce que dans le futur, l'intelligence artificielle va nous dépasser ? En fait, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Pendant très longtemps, on a pensé qu'on pouvait résumer nos connaissances, notre savoir, et le transmettre à un ordinateur. La communauté s'est inspirée du fonctionnement humain. Donc, un maître faisait apprendre à ses disciples par la notion de transmission. On écrivait des livres, mais on s'est aperçu que cette manière ne fonctionnait pas pour les ordinateurs. Pourquoi ? Parce que la partie des connaissances qu'on peut exprimer verbalement est une infime partie de notre propre connaissance. Et finalement, on ne peut transmettre que la partie explicite de notre propre connaissance. On ne peut transmettre que ce que l'on pense avoir compris. Mais il demeure toute la connaissance implicite, intuitive, que nous mettons en pratique, mais que nous ne verbalisons pas et que nous ne savons pas verbaliser. Et on a donc compris que puisqu'on n'avait pas accès à cette partie de notre connaissance, il fallait transmettre la connaissance autrement. Alors on a essayé des principes basés sur l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage machine. On laisse donc l'ordinateur construire ses propres connaissances à travers son apprentissage, un effet d'observation, et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le learning, le machine learning, ou le deep learning, ou le reinforcement learning. On a compris que l'humain et la machine ne fonctionnaient pas de la même façon. Un bébé de 2 ans, il comprend la gravité, et ça ne vient pas avec la connaissance. En fait, les parents n'ont pas expliqué les équations de Newton à un bébé de 2 ans. Mais l'enfant se met debout et il découvre cette notion-là de gravité tout seul, en observant ses parents marcher, en observant les autres marcher. Je pense que c'est un excellent exemple qui illustre la physique intuitive. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, la physique intuitive, et de manière plus générale, la connaissance intuitive. On est très loin de capturer toute la complexité du cerveau humain et de sa connaissance et de ses connexions avec le passé, la projection dans le futur, l'impact des émotions dans l'intelligence. Par contre, l'amalgame se fait avec l'efficacité, donc des exercices dans la vie quotidienne qui sont faits par des machines parce qu'elles ont ce savoir spécifique et pas général. À force d'avoir appris à jouer aux échecs, une machine a battu le meilleur joueur au monde des échecs. Si cette même machine, on lui demandait de faire une recette d'un gâteau, elle en serait incapable. Un humain peut être bon moyen aux échecs, être très bon en cuisine, être bon au tennis et ainsi de suite. Et pour coder tous les jours, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer une seule machine avoir cette multidisciplinarité dans l'intelligence et ces capacités très cognitives, très complexes que peuvent avoir les humains. Par rapport à l'humain augmenté et à l'utilisation de l'IA en général, est-ce que tu adhères à la vision d'Elon Musk ? Bon... Dès que tu me parles d'Elon Musk, je me rappelle un petit peu cette sortie pour le moratoire de 6 mois et ensuite la création d'une des plus grandes entreprises en IA. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut distinguer des dires où on n'arrive pas à dissocier l'intérêt économique de l'intérêt général et des chercheurs qui, eux, pensent peut-être qu'ils ont tort, mais en tout cas, dans le regard est scientifique et plutôt désintéressé. Quelles conséquences politiques et sociales par rapport à l'IA peut-on prévoir à horizon 2050 ? Bon, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un déséquilibre des forces qui est créé par l'IA, ce qui me rend très triste. Autrement dit, des pays qui ont un grand PIB et qui consacrent un grand pourcentage de ce PIB dans la recherche et développement et qui sont arrivés à des résultats incroyables, comme ChatGPT par exemple, qui font en sorte qu'il y a un déséquilibre des forces. Ils produisent avec leurs règles. Aujourd'hui, l'IA s'auto-alimente par les données, c'est-à-dire que quelqu'un au Nigeria aide à alimenter un software qui est à San Francisco. C'est ça un petit peu le danger, c'est que c'est en perpétuelle alimentation. Et c'est ça qui fait en sorte que quand on a un déséquilibre des forces, ça fait en sorte qu'un avantage concurrentiel
est éternellement donnée à celui qui a fait cette technologie, qui l'a créée en premier. Les pays ont compris qu'il fallait sortir, même copier cette technologie, mais qu'elle soit dans leur pays, qu'ils soient souverains sur cette technologie. L'IA aussi peut malheureusement devenir un désavantage concurrentiel par rapport au pays. C'est-à-dire, moi, j'ai la technologie, je l'ai créée, je stocke les données de la manière que je veux, et on l'a vu avec Cambridge Analytica, je les donne à des personnes avec qui je suis plus proche politiquement ou financièrement, et donc on l'utilise pour des dérives autoritaires, pour exercer une force sur autrui. On voit que les conséquences politiques sont présentes. Et les conséquences sociales sont très corrélées aux décisions politiques. Et il y a quelque chose qui, moi, dans mes cours de mathématiques à l'université, un cours qui m'avait fasciné, qui s'appelle la théorie des jeux. Dans ce cours-là, dans la théorie des jeux, et il est très célèbre. En fait, c'est un cours de mathématiques. On apprend ce que c'est que l'équilibre de Nash. Et au fait, moi, à chaque fois que je parle d'IA, j'ai l'impression, l'éthique en IA en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans ce monde-là, on est dans un mauvais équilibre de Nash. J'explique cette notion-là. Au fait, comme dans le dilemme du prisonnier, si deux prisonniers sont arrêtés et que personne ne divulgue la vérité, les deux ont de très fortes chances de sortir et qu'on ne les inculpe pas. Mais si l'un d'eux a un incitatif, et c'est pour ça que dans les célèbres séries américaines, on dit, écoute, si tu es le premier à avouer, alors on te donnera une réduction de peine. Voilà. Et donc c'est un peu ça, on donne un incitatif à quelqu'un pour qu'il puisse faire le premier pas. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les acteurs économiques et politiques n'entrevoient pas un intérêt suffisant pour changer les choses, c'est-à-dire pour militer pour l'éthique en IA, pour s'asseoir tous ensemble et créer une loi internationale qui régisse l'utilisation de l'IA et notamment l'IA générative. Et comme dans le dilemme du prisonnier, le seul moyen de résoudre ce problème-là, le dilemme, c'est que les prisonniers se parlent et s'entendent. Et c'est justement ce que les organisations et les pays devraient faire pour s'entendre sur ces règles-là et pour créer un équilibre de Nash finalement. Les différents rapports du GIEC sur l'impact des changements climatiques sur notre monde futur sont alarmants. Est-ce que l'IA aura une incidence sur l'environnement dans les prochaines décennies? Alors aujourd'hui, il est clair que les puissances de calcul que requiert l'IA et notamment l'IA générative sont très gourmandes en énergie. Ça chauffe beaucoup, pour faire plus simple. Et donc, il faut des systèmes de refroidissement. Avant, l'IA générative, on utilisait peu de paramètres, donc ça chauffait un peu. Aujourd'hui, pour vous donner une image, le ChatGPT utilise des millions de paramètres. Et donc, pour trouver la combinaison parfaite lors d'un apprentissage à des millions de paramètres, le Hyperparameter Tuning est juste phénoménal. Il est très vorace en énergie. Donc oui, aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui est souvent caché et dont on ne veut pas parler. Parce que du moment que l'IA crée de la valeur, surtout économique et des avantages concurrentiels, on s'en fout un petit peu, ce qui est dommage. Donc il y a un impact, un coût économique. L'autre problème que je vois, c'est que ce que font les pays, justement, c'est pour ça que il faut militer, et militer le mot, je pense, est peut-être grand, mais en tout cas, il faut essayer de travailler sur cette justice technologique, parce que les pays qui développent les technologies sous-traitent le calcul, et sous-traitent le calcul dans des pays en voie de développement. Alors, on voit des effets d'annonce dans des gouvernements. Ah oui, on a ouvert le data center le plus grand, telle compagnie est venue offshorer ses services dans tel pays. Mais est-ce que quelqu'un a fait l'étude de l'impact économique? Est-ce que quelqu'un s'est imaginé que finalement c'est une sous-traitance de calcul et donc d'impact environnemental? Non, je ne le vois jamais dans les journaux. Je ne vois que l'annonce de la création de postes et d'ouverture d'usines et d'ouverture d'entreprises. C'est malheureux parce que finalement, tout l'effort intellectuel est fait et donc le upscaling des compétences est fait dans les pays riches et toute la sale besogne environnementale est faite dans les pays en voie de développement. Merci Maha. Avec plaisir, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. La version intégrale du podcast sera disponible sur les plateformes dans les prochains jours. À bientôt. Ciao, ciao. Double Bang Company.